Un magistrat à la tête de la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso, Élisée Ouédraogo, prend la direction des affaires en vue de préparer les prochaines élections municipales. Incitation à la rébellion en République démocratique du Congo, l'organisation dynamique Impunité Zéro dépose une plainte contre Augustin Kabouya, un cadre du parti présidentiel. Et puis première nomination en Tunisie, le président Kais Saied a nommé Rida Garsalawi, nouveau ministre de l'Intérieur. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Burkina Faso, le magistrat Élisée Ouédraogo a été élu président de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit là d'un choix consensuel qui a permis de sortir d'un blocage avec l'opposition. Le nouveau président prend la direction des affaires dès ce vendredi en vue de préparer les prochaines élections municipales. Les précisions. La Commission nationale électorale indépendante du Burkina Faso a un nouveau président. C'est le magistrat Élisée Ouédraogo qui a été élu après plusieurs heures de tractation et après l'intervention de plusieurs personnalités politiques ou coutumières. Malgré le retrait du candidat de la chefferie coutumière, faute de consensus, c'est par une élection que 2 prétendants au poste de président de la commission électorale ont été départagés. Initialement prévue le 9 juillet dernier, l'élection du nouveau bureau de la CENI avait été boycottée par l'opposition qui protestait contre le choix d'un autre candidat, Bonaventure Ouédraogo, jugé trop proche du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. L'élection d'Élisée Ouédraogo a donc permis de sortir d'un blocage avec l'opposition. Élu pour 5 ans renouvelables, Élisée Ouédraogo succède à Newton Ahmed Bari, arrivé au terme de son unique mandat à la tête de la CENI. Les 15 membres de la CENI, 5 représentant la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile, ont prêté serment ce jeudi devant le Conseil constitutionnel, jurant notamment de travailler en toute indépendance. La Cour pénale internationale a levé son mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo. L'ancienne première dame ivoirienne était notamment accusée de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Bonne nouvelle pour l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo. La justice internationale a décidé d'abandonner les poursuites contre elle. La décision a été prise le 19 juillet dernier, 1 mois après le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais elle n'a été rendue publique que ce mercredi soir. Simone Gbagbo pourra désormais librement voyager à travers le monde entier, a réagi son avocat, Ange Rodrigue Dadje. Cette levée du mandat vient boucler définitivement les poursuites dont faisaient l'objet les Gbagbo devant la Cour pénale internationale, a-t-il ajouté. Simone était réclamée depuis 2012 par la Cour pénale internationale pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, autres actes inhumains et persécutions commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Cette crise, née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de 2010 face à Alassane Ouattara, avait fait plus de 3000 morts officiellement. Contrairement à son époux, Simone Gbagbo n'avait jamais été livrée à la Cour pénale internationale. Abidjan a toujours estimé être en mesure de la poursuivre pour les mêmes crimes que ceux lui étant reprochés par la Cour. Elle avait été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison à Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Après 7 ans de détention, elle avait finalement été libérée le 8 août 2018 à la suite d'une amnistie décrétée par le président Alassane Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale. Je le disais en titre, le président tunisien Kais Saied a nommé un nouveau ministre de l'Intérieur, Rida Garsalawi, la première nomination 4 jours après son coup de force et sa décision de geler les activités du Parlement tunisien et de limoger le Premier ministre. Reportage. Kais Saied a nommé jeudi un conseiller de sécurité en charge du ministère de l'Intérieur, première nomination 4 jours après qu'il s'est emparé de l'ensemble du pouvoir exécutif, suspendant l'activité du Parlement pour 1 mois.
Cette nomination intervient après que plusieurs organisations de la société civile ainsi que des pays étrangers ont appelé Saïd à désigner sans tarder un nouveau gouvernement comme il s'était engagé à le faire. Rida Garsalawi, ex-commissaire de police devenu conseiller à la sécurité nationale auprès du président, a prêté serment. Je jure au nom de Dieu de faire de mon mieux pour le bien de la Tunisie et de respecter sa constitution et sa loi, de protéger ses intérêts et de m'engager à lui être fidèle. Le président de la République a argué des périls imminents auxquels était confrontée la Tunisie, plongée depuis des mois dans une profonde crise politique et frappée de plein fouet par un pic meurtrier de coronavirus pour justifier sa prise de pouvoir dimanche. Saïd a également annoncé mercredi soir la mise en place d'une cellule de crise pour gérer la pandémie de Covid-19, supervisée par un haut gradé militaire. Plusieurs organisations de la société civile avaient réclamé mercredi une feuille de route et mis en garde contre toute prolongation illégitime de la suspension du Parlement au-delà des 30 jours prévus par la Constitution. Toujours en Tunisie, le président du Parlement, Rached Ghannouchi, a regretté dans un entretien avec l'AFP le manque de dialogue avec la présidence. Il a fait cette déclaration 3 jours après la prise du pouvoir du président Kaïs Saïed. Nous tenons à utiliser tous les moyens pacifiques, le dialogue, les négociations, la pression de la rue, la pression des organisations, des penseurs, la pression intérieure et extérieure, pour faire revenir la démocratie. Notre seul but aujourd'hui, c'est le retour de la démocratie en Tunisie. Il n'y a pas de dialogue aujourd'hui avec le président de la République ou avec ses conseillers. Mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait lieu. Il faut qu'il y ait un dialogue national. Les partis qui étaient au Parlement ont fait l'erreur de ne pas réussir à mettre en place de cours constitutionnels qui auraient été un arbitre entre les pouvoirs. Le président Saïd a utilisé l'absence de cours constitutionnels pour monopoliser l'interprétation de la Constitution et devenir lui-même la Cour constitutionnelle. Et cela est une erreur dont nous portons en partie la responsabilité sans aucun doute. Il ne faut surtout pas arriver aux 30 jours souhaités par le président. Il faut que cela soit la limite maximale à l'arrêt des institutions et de la Constitution. Et que pendant cette période, il y ait des discussions entre le président et les partis politiques pour se mettre d'accord sur un premier ministre, sur un gouvernement et sur la présentation de ce gouvernement devant le Parlement avant la fin du mois. Ce journal se poursuit en République démocratique du Congo. L'organisation dynamique Impunité Zéro a saisi la justice contre un cadre du parti présidentiel, Augustin Kabouya, pour incitation de la population à la rébellion. Selon cette organisation, le secrétaire général de l'UDPS a menacé de distribuer des armes aux militants du parti pour protéger le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Le coordonnateur DIZ, l'organisation dynamique Impunité Zéro, à l'initiative de la plainte contre le secrétaire général de l'UDPS, a estimé que cette incitation à la violence civile risque de mettre le pays à feu et à sang et demandé à la justice de sévir. Le parquet de grande instance de Matete a invité l'accusateur à venir confirmer sa plainte. Interrogé par RFI, le coordonnateur a affirmé que le secrétaire général de l'UDPS n'a pas fait une simple déclaration politique. Il ne peut pas promettre des armes qu'il ne possède pas, a-t-il ajouté. C'est pourquoi il a demandé au nom de l'État de droit à la justice de se saisir de ces faits que Grace Chiunza qualifie de criminels. De son côté, Augustin Kabouya parle de déclarations sorties de leur contexte réel. Des déclarations qui datent de 2020, à l'époque de la crise au sein de la coalition FCC-CACH. Pour le secrétaire général de l'UDPS, la DIZ a triché. Cette organisation n'a pris que 22 secondes de l'enregistrement sur une vidéo de plus d'1 heure pour appuyer l'accusation. Une manipulation selon Augustin Kabouya qui dit attendre le procès.
Et puis les élections législatives ont commencé jeudi en Somalie. Seul un des 5 États du pays a vu des bureaux de vote s'ouvrir. Plusieurs jours de retard déjà sur le calendrier électoral annoncé dans ce pays. Reportage. 4 États n'ont pas encore commencé à voter dans le cadre du processus électoral de plusieurs mois qui était censé débuter dimanche en Somalie. Dans le cadre du très complexe et indirect système électoral somalien, les 5 États doivent, lors de cette première phase, désigner les 54 représentants élus à la Chambre haute, le Sénat, du Parlement fédéral. Mais dimanche, aucun n'était prêt à voter. Jeudi, le Jubaland au sud, qui était le plus avancé dans les préparatifs, a procédé à l'élection de ces 4 élus à la Chambre haute. Nous avons remporté une victoire historique aujourd'hui en surmontant une longue incertitude quant au fait de savoir si ce vote allait se tenir, a déclaré Ahmed Madobé, président du Jubaland. Cela signifie que le pays va vers des élections et j'espère que le reste des États suivront, a-t-il ajouté. Les 4 autres États font face à divers degrés de retard. Ces retards risquent de bousculer le calendrier électoral, résultat de négociations entre les leaders politiques après des mois de tensions et de violence. Le mandat du président Mohamed Abdoulaye Mohamed dit Farmajo a expiré le 8 février sans qu'il ait pu s'entendre avec les leaders régionaux sur la tenue d'élections, déclenchant une grave crise constitutionnelle. En avril, la prolongation pour 2 ans de son mandat a provoqué de violents affrontements à Mogadiscio, menaçant le fragile équilibre de ce pays meurtri par la guerre civile. Début mai, dans un geste d'apaisement, Farmajo a chargé le Premier ministre Mohamed Hussein Roble d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Annoncé en juin, le calendrier électoral a été depuis légèrement modifié et prévoit que, outre le vote pour la Chambre haute à partir de fin juillet, celui pour la Chambre basse se tienne entre le 12 septembre et le 2 octobre. Aucune modification n'a été annoncée pour l'élection présidentielle, fixée au 10 octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info continue sur Sika TV.